Bonjour à tous les petits ours, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo à la découverte du Beaujolais. Nous allons à la rencontre de Léo au domaine de la Chèvre Bleue à Chénat. Je vous souhaite à tous une très belle vidéo, un très bon visionnage et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, c'est parti. Salut Léo. Salut, ça va? Ça va et toi? La forme. Impeccable. C'est beau, on est bien. Grave. Donc on est au domaine de la Chèvre Bleue. De la Chèvre Bleue, donc on est à Chénat dans le nord du Beaujolais. On est juste à la frontière entre le 69 et la Saône-et-Loire. T'as quel âge toi aussi? Donc je vais avoir 27 ans cette année. Je m'installe début d'année prochaine. Mes parents, ils prennent leur retraite en fin d'année. D'accord. Donc ça va faire depuis 2020 que je travaille sur le domaine. D'accord. Je suis à plein temps. L'année dernière, j'ai fait une formation à Davaier, un BPREA. Pour justement m'installer pour demander la DJA. Donc, ça va être la 5e année là, cette année que je travaille avec les parents. Après j'étais surtout axé dans la vigne, je m'occupais de former les saisonniers, je faisais tout ce qui était travaux de la vigne. D'accord. Et puis petit à petit j'ai été plus après au cuvage, à la cave, pour les vinifications. Ok. Et puis là c'est vraiment depuis la formation que j'ai fait que là j'ai pu plus axer sur la commercialisation, sur la vinification, sur tout le reste qu'il y a dans le métier. Ok. Et donc là on est sur le cru Chénat et tu fais quoi comme vin toi, comme cru? Donc du coup nous on a à peu près 4 hectares de Chénat, 3 hectares de moulin à vent. D'accord. Et après on a 1 hectare de chardonnay réparti entre Pouilly-Fuissé, on a un tout petit peu de Mâcon blanc. Et là cette année ça va être la première année où on va faire du Beaujolais blanc. Ah bien. Première production de Beaujolais blanc. Trop bien. Donc on va voir ce que ça donne. Et si c'est bon, on va en replanter plein. Ah bah j'espère, j'espère. Et si tu as un jeune qui regarde la vidéo et qui veut se lancer comme toi, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Un fils de viticulteur? Qu'il faut y aller, hein, il y a besoin de monde, mais que quand on veut, on peut. Il faut se former, il faut être bien entouré, il faut aimer ce qu'on fait, il faut être polyvalent, il faut avoir beaucoup de compétences. Ah, parce que ça touche plusieurs métiers, hein, viticulteur, c'est pas uniquement travailler à la vigne, hein, c'est aussi Après, le vendre. Un bon outil de production, il faut soigner la vigne. Derrière, il faut soigner aussi ses clients, son vin, il faut suivre les fermentations, il faut suivre la conservation du vin. Il y a plein de travail tout le long de l'année. Après, l'avantage de ce métier, c'est qu'on ne fait jamais la même chose. Toutes les 3 semaines, on change d'activité. Trop bien ça. Là, en ce moment, on est en train de faire les bourgeonnages. Ah, ouais. Et donc après, il y a les traitements aussi qui vont arriver se là. faire. On en a déjà fait 2. Ok. Après, il va y avoir les relevages pour maintenir la végétation dans le rang. Très bien. On passe sur la visite? Et allez, feu. Et bienvenue. Donc du coup, là c'est le cuvage, donc c'est là où on rentre les vendanges pour les vinifications. Là c'est la cave en bas pour la fraîcheur. Très bien. L'habitation, donc là où j'ai grandi, donc la maison familiale. Moi maintenant j'ai mon petit appartement là-haut, en dessous le local des vendangeurs. Très bien. On a des chambres. Bon là j'ai le tracteur, le chenillard presque neuf et le vieil enjambeur de l'époque, hein. Oh là là. Qu'on a remis en route. Ah, il fonctionne encore? Ouais. Ah bah de toute façon ça marche toujours ce truc comme ça. Donc on a choisi le chenillard pour les jeunes vignes qui sont, parce que toutes les jeunes vignes, ce qu'ils ont replanté mes parents, c'est tout en cordon, donc du coup c'est mécanisable, on peut passer entre les rangs. Mais du coup après il y a certaines vieilles vignes où ça passe, mais bon il y a eu quand même pas mal de casses, donc du coup il y a l'enjambeur qu'on a remis sur pied pour toutes les parcelles où le chenillard passe pas, comme ça on peut. Pour ceux qui penchent un peu, il tangue un peu. Voilà, hein. il est sur la pente, et donc du coup ça nous permet de travailler le sol, soit avec le chenillard, soit avec l'enjambeur, soit avec des intercepts, des disques, des griffes. Donc voilà, et puis là depuis peu on s'est équipé pour les traitements justement. Donc ça aussi j'y prends en main parce qu'avant on faisait tout en prestation. Et je trouve que c'est quand même quelque chose d'important, les traitements, de pouvoir positionner les traitements au bon moment. Ça va faire un an un peu moins, parce que du coup, la vigne, ça va, je suis entre guillemets assez calé, parce que j'ai pu pas mal pratiquer. Bon, après, il faut quand même former les saisonniers. Là, j'ai mon beau-frère qui se met à travailler un peu avec moi. D'accord. C'est plutôt cool. Donc la vigne, là, malheureusement, j'y vais un peu moins, même si c'est ce que j'aime le plus. Parce que du coup, j'approfondis plus tout ce qui est administratif. Ah bah, hyper important. Ouais. C'est pas le plus fun, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire et des choses. Il faut que je me familiarise avec tout ça. Après, du coup, avec les vinifs, les suivis des SO2, là, on va faire des mises en bouteille. Ok. Après, il y a aussi toute la partie comptabilité où maintenant je me mets vraiment à fond dedans.
parce que c'est très technique aussi, il faut avoir pas mal de connaissances, enfin tous les termes, etc. Et, Tu vas être dans l'administration, tu vas faire de la comptabilité, tu vas devoir vendre le vin, tu as tous les métiers là. Travailler à la vigne, vinifier. donc ouais, faut essayer d'être bon un peu partout. Mmh. Et puis après, bah aussi là, cette année, je me suis mis aussi à faire tous les salons avec bien. mes parents. Ok. Parce que c'est aussi une chose très importante. Donc mes parents, on fait 6-7 salons dans l'année, donc un peu partout en France. Comme ça, pour être en contact avec les clients, qui se familiarisent avec moi. Avec toi, qui est nouveau, qui est jeune. Et puis même le fait d'avoir quelqu'un de jeune sur le stand, ça attire plein de nouveaux clients, donc c'est quand même très important. Donc après, je peux vous faire visiter le cuvage. Allez, puis après on ira à la cave. Direction le cuvage. Donc du coup, ouais, on rentre dans la cour avec le tracteur, on recule là, on a un tapis pour emmener la vendange dans les cuves. Donc on a des cuves, c'est tout en inox. Ok. Et puis l'avantage, c'est que c'est des cuves cubiques, donc on n'a pas trop de hauteur, donc du coup il n'y a pas trop de pression sur les levures. Ok. Donc ouais, on a des plafonds mobiles parce que ça c'est quelque chose d'assez important parce que une fois que le vin il a terminé ses fermentations, bah, il faut qu'il soit rempli totalement dans une cuve pour qu'il n'y ait aucun contact avec l'air, pour pas qu'il y ait d'oxydation. Après, bah, on a le pressoir. On a un pressoir, donc c'est une membrane à l'intérieur qui se gonfle et qui pressure le raisin. Donc avant on avait un Vasselin où c'était... Ouais, les jaunes. Ouais, c'est okay. ça. Et puis là, ça va faire 5-6 ans qu'on a un pressoir comme ça et on en est plutôt bien content, même pour le nettoyage, c'est quand même beaucoup plus simple. Ah ouais, le nettoyage c'est compliqué sur les... Juste les grilles à sortir, les frotter, les nettoyer, enlever les pépins, on y remet, rincer eux aussi. C'est assez pratique. Ok. Ouais. On passe sur la cave, Sur la cave, ouais. Allez, parce que je sens qu'il y a des histoires à raconter là-bas dans cette cave. Donc, attention à la tête. Ouais, surtout pour le vidéaste. Donc du coup, ici, bah, on a les caisses de bouteilles, c'est là où on fait l'étiquetage. Ok. Donc là, on a tout vidé parce qu'on va mettre en bouteille. On va faire une mise en bouteille dans pas longtemps. Après, on a un autre bâtiment pour le stockage des bouteilles. Après, là juste derrière, c'est plutôt le côté élevage. L'autre côté, c'était le cuvage, c'est la partie pour les vinifications, les fermentations. Et là, c'est plus pour le stockage du vin, vu qu'on est en dessous de la maison, on est bien au frais. Et puis aussi, on a les fûts. T'aimes bien ça? J'adore ça, moi, les fûts. Donc, on va goûter ça après. Allez, je suis chaud. Donc, du coup, on a une petite production sur les fûts. On a 8 fûts en rouge et 8 fûts en blanc. Donc, on fait une cuvée de moulin à vent en fût. Okay. Et une cuvée de pouilly fuissé en fût de chêne aussi. Donc, du coup, après, ouais, sur les fûts, tous les ans, on en achète un neuf en blanc et en rouge. Ok. Et, parce que du coup, les 3 premières années, ça marque énormément le vin. Il y a beaucoup d'interactions avec le bois. Et après, à partir de 4-5e année, ça donne beaucoup moins un côté boisé. Donc du coup, en fait, on a tous les ans un fût neuf, on les nettoie à la vapeur, etc. Et donc après, on assemble le tout. Parce que du coup, on ne cherche pas à trop marquer non plus avec le côté boisé. On veut juste que ça rajoute une petite note... Il faut rester un peu sur le fruit aussi, c'est important. J'ai envie de savoir les petites histoires qu'il y a à raconter là. Je sais qu'il y a... Je ne t'ai pas demandé encore, mais pourquoi ça s'appelle la chèvre bleue? Et ça, je veux savoir. Et bah la chèvre bleue, justement, c'est ce tableau qui a inspiré mes parents pour donner le nom du domaine. Donc c'est un tableau qui a été fait par un des frères à mon père. Okay. C'est un artiste, il faisait des dessins, des peintures, et justement, il avait offert ça à mon père. Et justement, bah, quand ils sont installés, en fait, ils ont repris les vignes du grand-père. Et auparavant, le grand-père, il apportait tout à la cave coop de Chéna. On travaille toujours avec la cave coop de Chéna, on a à peu près 2 hectares et demi là-bas. Et donc, du coup, bah, mon père, il est d'origine anglaise. Donc, il s'appelle Kinsella, donc il ne trouvait pas que c'était très porteur, et puis il voulait se diversifier des autres que faire domaine Kinsella. Donc du coup, il s'est inspiré de ce tableau pour faire le domaine de la chèvre bleue. Et puis il y a une petite histoire, c'est que auparavant, bah, mes ancêtres, ils avaient des vignes, mais ils avaient aussi des chevaux, des vaches, des moutons, des chèvres, etc. Ils avaient des animaux.
Et que en fait la vigne on la traite, on la protège avec du cuivre et du soufre qu'on applique sur le feuillage pour que ça protège contre le mildiou et l'oïdium. Ça fait un côté bleu ça du coup. Et donc du coup en fait le cuivre c'est bleu, donc c'est un produit de contact, la bouillie bordelaise qu'on applique sur les tomates ou sur la vigne. Et donc en fait en se baladant dans la vigne, et quand elle revenait le soir, et en fait elle revenait toute bleue en se frottant sur la bouillie bordelaise. D'accord, d'où vient le nom de la chèvre bleue? C'est ça. Ok. Tout simplement en fait, c'est venu comme ça. Ok, non, trop et bien. puis c'est même niveau marketing, que les gens ils aiment ou qu'ils aiment pas notre vin, ça leur reste en tête. Domaine de la chèvre bleue, ouais, ça, tu retiens le nom quoi, tu te dis chèvre bleue. C'est ça. Ok. Et du coup là il y a des photos, c'est quoi? Raconte-moi un petit peu là. Donc là du coup là donc ça c'est ma mère, Michel. Ok. Ensuite ça c'est ma grand-mère. Ça c'est mon arrière-grand-père Philibert. D'où le nom, la cuvée Philibert, c'était en son hommage parce que c'est avec les vignes qu'il a planté lui. D'accord. Et après, donc c'est ma mère c'était la 5e génération, moi je vais être la 6e génération à reprendre les vignes de la famille. Donc voilà. Et puis là, ça c'est une vieille photo où justement Philibert il est juste ici. Donc photo de famille. De l'époque. Hein. Et puis là c'est dans la cour. Le cuvage il est ici. Ok. Ah ouais. C'était en terre, là ça va faire pas très longtemps qu'on a goudronné pour quand même faciliter l'accès. Il y a des chefs de partout. Incroyable. Donc voilà. Ah, t'as une vipérine. T'as déjà goûté ça? Ouais, j'ai déjà goûté, ouais. Ça fait mal au crâne après. C'est costaud, ouais. C'est costaud. On fait quoi du coup? On passe dans la vigne? Ouais, on peut aller à la vigne. Allez, on va à la vigne, c'est parti. J'ai gratté un petit peu un rang sur deux. Mais après aussi le problème c'est que si tu grattes de partout, après quand tu passes avec le chenillard, il peut s'embourber. Il peut... Donc après je vais venir y tondre. Mais je vais y tondre qu'une fois que... Parce que ouais putain, ça fait haut quand même, en herbe. Tant que ça gêne pas la vigne qui pousse. Ouais. Après c'est ça, ouais. Aussi, depuis que je suis sur le domaine, parce qu'avant mes parents ils désherbaient tout en plein, enfin ils étaient en raisonnée, ils essayaient d'en utiliser le moins possible, mais moi depuis que je suis arrivé, ils ont investi dans le chenillard et puis j'ai voulu commencer à travailler les sols. Et comment ça s'appelle ces vignes là du coup? C'est pas gobelet, l'autre nom c'est quoi? Ça c'est des cordons, ouais. Ça s'appelle les vignes cordons? Ouais. Ok, je sais pas. Les cordons, ouais, en fait là, je vais essayer de trouver un joli cep parce qu'il y a plusieurs architectures comme celui-là où là le cep en fait on le fait aller dans une direction et donc après il y a les différents porteurs. Donc là on a un porteur, donc après ouais, ça c'est ce qu'on appelle un rameau. Ouais. Après ça c'est ce qu'on appelle un courson. Donc c'est un bois de l'année dernière sur lequel on a taillé, on a laissé 2 bourgeons qui poussent là. Donc ça après c'est un porteur. Et donc là on en a 1, 2, là on en a un autre, 3, 4, 5, 6. Et après il y a des ceps par exemple qui ont cette formation là où là on a fait deux bras où il y a 3 porteurs de chaque côté. Donc ça c'est 2 modèles différents d'architecture de cordon. Parce que du coup après, auparavant il y avait uniquement le gobelet qui était autorisé. Donc justement là dans la parcelle où on va, je vais pouvoir vous montrer, il y a d'un côté des cordons que mes parents ont plantés et de l'autre côté des vieilles vignes de mon grand-père qui étaient qui sont des gobelets. Et pourquoi tu mets ça là aussi au-dessus là? Et ça en fait c'est justement pour augmenter, optimiser la surface foliaire. Donc, du coup en fait pour faire mûrir le raisin, il faut qu'on ait une certaine quantité de mètres carrés de feuillage. Donc du coup en fait ça monte, après tu y accroches là? En fait la vigne elle a des vrilles sur lesquelles en fait elle s'accroche sur les fils. Ouais. Et en fait ça c'est les apex. L'apex il cherche à grimper le plus haut possible. Parce que du coup en fait plus les apex ils montent, plus les racines elles vont loin. Ouais. Donc du coup en fait tu as un équilibre entre le souterrain et l'aérien. Incroyable. Coup, parce que c'est comme moi du coup j'ai arrêté de rogner la vigne. Donc rogner c'est le principe de couper les apex une fois qu'ils sont assez hauts. Parce qu'en fait dès que tu coupes les apex, tous les entrecœurs ils prennent le relais. Et donc en fait tous les entrecœurs à chaque base de feuille ça repousse. Et donc en fait ça te fait beaucoup d'entassement de feuillage. Et puis proche des raisins on veut que ce soit aéré. Donc du coup en fait le fait de ne pas couper les apex, en fait la vigne elle continue à pousser,
et t'as pas d'entassement de feuilles autour des raisins. Ok. Et donc la maladie, parce que la maladie, justement, là on traite la vigne pour protéger le feuillage et les raisins. Et donc du coup après, entre les traitements, bah, la vigne elle pousse, et donc du coup il y a des feuilles qui sont un peu plus, qui sont plus jeunes et plus sensibles que des feuilles qui sont là où là ça commence déjà à devenir un peu plus foncé, où là elles sont plus résistantes. Et ben en fait il faut protéger les feuilles qui sont plus jeunes. Et donc du coup en fait la maladie elle va plus en haut que proche sur le du bas raisin. les raisins. Ok. Donc, du coup, Il y a déjà des raisins qui poussent là, non? bah ça c'est ouais, bah, on commence à les voir, mais c'est les inflorescences. Donc c'est pas encore des baies, ça va être d'ici, souvent c'est fin mai ou début juin, ça dépend des années, où là il y a la fleur qui se passe. Ok. Et donc du coup après là on peut estimer à peu près le rendement qu'on va avoir. Et Stylé. Là du coup on va dans ta vigne chouchou, c'est ça? ouais, c'est une vigne où j'ai fait entre guillemets mes premières expérimentations. Bah justement c'est là où j'ai mis les premières extensions de piquet. Ok. Parce que c'était une vigne où il y avait beaucoup de raisins, mais que malheureusement il n'y avait pas assez de surface foliaire justement pour faire mûrir le raisin. Donc il était encore trop acide le raisin? Et bah en fait quand on commençait les vendanges, bah du coup à chaque fois avant de commencer les vendanges, on regarde toutes les parcelles, on fait des prélèvements pour trouver le moment où il y aura assez de sucre et conserver quand même assez d'acidité. Donc, et en fait à chaque fois toutes les parcelles elles étaient mûres, mais celle-là on l'a vendangée en dernier et c'était jamais mûr. Et tu devais goûter, c'était tout acide. Donc du coup en fait on devait jeter du raisin parce que c'est une parcelle qui va à la cave coopérative de Chéna, et donc il faut quand même un certain degré pour faire un vin de qualité. On la voit la parcelle d'ici? Et ben en fait elle est tu vois il y a la forêt là, et ben en fait elle est juste derrière et elle est entourée de la forêt. Donc c'est le lieu dit Ennerva. Ok. Et donc ouais c'est une parcelle moi que j'aime énormément parce qu'on est un petit peu on est entouré de la forêt, donc c'est ça fait un peu sauvage. Ouais, c'est ça ouais. Tu dois avoir des bestioles, dans des sangliers, des biches. Ouais, bah après il y a souvent les chasseurs qui viennent là, parce que il y a souvent des biches, des sangliers, j'en ai jamais encore vu, des biches ouais, mais après ouais, des lapins, des renards. Attention à la ficelle. T'avais soif? Allez, je te pique une petite gorgée, tiens. Est-ce qu'il fait chaud quand même? Merci. T'as soif, John, avec ton chapeau? Du coup, ouais, comme je disais, du coup c'était une parcelle où on n'arrivait pas à faire mûrir les raisins. Et du coup, depuis qu'on a mis les extensions de piquet, et bah là maintenant, c'est plus la dernière qu'on vendange, et le raisin, il est... Tu veux qu'on verse, non, ici, non? Tu veux que je t'aide? Ah, t'inquiète, je vais réussir, C'est Landry qui va verser. C'est une moto qui te casse la gueule. Filme pendant que tu casses la gueule, toi. Ah merde, il est pas tombé. Ah, même ici avant, il y avait une vigne, ça faisait un peu une cuvette. Ouais. Et mes parents, ils l'ont arraché, ils ont pas replanté parce que c'était trop... Mais comment tu peux avoir des vignes ici, mec? Mec, t'es dans la forêt. Bah non, mais avant il y avait de la vigne, mais là depuis, ça s'est transformé entre guillemets en bois. Mec, c'est un parcours du combattant pour aller à sa vigne. Comme ça te fait un petit échauffement. Ah bah là, ouais, échauffement avant d'attaquer le boulot. Ah, parce que là, on va bosser dans la vigne, c'est ça? Bah ouais. Merde, j'avais pas prévu ça. Ah bah voilà, ils sont là les vignes, c'est ça? Voilà, c'est les nouvelles vignes, nouvelle génération. Faut pas les toucher parce que ça pique. On va tomber sur un sanglier, mon gars. On va déplaner. Ouais, comme ça, on aura de quoi manger ce midi. Ah ouais, je sais pas si on va se le choper, mais peut-être un marcassin. Après, au retour, on peut prendre le chemin. Le chemin de traverse. Le chemin un peu moins compliqué. Ah, tu voulais que je me casse? Ah, c'était super sympa comme gars. T'as pas perdu ton micro, hein? Non, il est toujours là, Ce serait con quand même. Ah bah là, pour le retrouver en plus, bon courage. Donc voilà, la parcelle, elle commence là. Ah, ok. Et elle va, je sais pas, 100 mètres plus haut, plus loin. Et après, au-dessus, justement, il y a les gobelets. Donc comme ça, je
peux vous montrer la différence entre les cordons et les gobelets. Et puis comme ça, après, on rentrera en passant par au-dessus, ce sera moins galère. Donc du coup, ici, c'était les premiers cordons que mes parents ont planté, entre guillemets. Et du coup, ils les ont montés quand même assez haut. On est à peu près à 60-70 cm de hauteur. Donc du coup, ça a l'avantage aussi les cordons, c'est que vu que les cèpes ils sont relevés, on est moins proche du sol, donc moins d'humidité, donc moins propice aux maladies. Mais après, le désavantage, c'est justement, là, vu qu'il y a des piquets en fer qui faisaient à peu près 1,50 m une fois plantés, ils font 1 m, 1,10 m. Et en montant la vigne, parce que du coup, les porteurs, tous les ans, en fait, on allonge la vigne. Donc du coup, en fait, la vigne, elle monte, sauf que les piquets, eux, ils montent pas. Donc du coup, c'est pour ça que moi, j'ai eu l'idée de mettre des extensions de piquets. Ah ouais, tu as agrandi. Donc ouais, c'est ça. Tu as mis dedans. Ouais, j'ai bricolé. Changer tous les piquets, c'était quand même un certain coût. Donc j'ai essayé de trouver une solution pas trop chère et pas trop galère à mettre en place. Donc j'ai acheté des espèces d'échalas. C'était des échalas de 1,10 m qui font juste la taille du piquet. Putain, pile poil hein. Donc vu qu'il est creux, du coup on l'a enfoncé dedans. Puis après j'ai rajouté des pointes pour monter ce truc. Pour monter les fils de fer. Ouais. Donc après du coup il y a une paire de releveurs. Mais je me suis mis à mettre des ficelles bleues pour avoir une deuxième paire de releveurs. Comme ça, il y a pour le fil de fer dans les piquets en fer et les ficelles bleues pour les extensions. Et donc du coup, en fait, la vigne, du coup, elle monte et arrivée là. Après, on fait des espèces de tunnels. Après, ils sont à l'ombre, les vendangeurs. Ouais, c'est ça, on vendange à l'ombre. Après, c'est le porteur où... Incroyable. Là où il passe, du coup, on cisaille, comme ça lui dégage le passage. Ils font passer les sons en dessous. Tu fais des tunnels naturels. Ouais. Stylé. C'est magnifique. Ouais. Et puis là, du coup, ce qu'on fait là en ce moment, c'est les bourgeonnages. Donc devant la maison, quand on est descendu, c'était déjà fait. Mais par exemple, là, ici, donc comme je disais, donc ça, c'est les rameaux. Ça, tu enlèves ça. Ça, c'est le courson, donc c'est ce qu'on a sectionné. Donc on garde les deux là où il y a des jolis raisins. Ouais. Et en fait, tous ceux d'en dessous, c'est ce qu'on appelle des pampres. Ouais. Donc on enlève tout ça. Et puis ça, c'est ce qu'on appelle des mondures. Donc ça aussi, on les enlève sur le tronc. Des mondures, ouais. Ouais, okay. Et donc du coup, on conserve uniquement ce qu'il y a sur les coursons. Comme ça, du coup, ça évite aussi qu'il y ait un gros entassement. Ouais, faut pas que ça fasse un buisson, quoi, non plus. Ça fait des gros paquets. Okay. Donc du coup, on enlève tout ce qu'on veut pas. Et après, ça te fait des cèpes plus aérés. Et puis, la vigne, du coup, elle met de l'énergie que dans ce que tu veux garder. Donc après, tu gagnes du temps à la taille. Parce que là, tout ce que tu enlèves, ça s'enlève tout seul. Alors qu'à la taille, c'est des coups de sécateur. Et puis après aussi, même pour le traitement, quand on passe, au moins c'est aéré, l'air circule. Donc du coup, on protège les raisins. Ok. Donc voilà. Bon, on va te laisser bosser, nous on va aller boire un coup dans ta cave. Allez Landry, on y va. Salut. À bientôt. Ok, non mais stylé, trop bien. Et on va remonter, comme ça on va passer vers les gobelets. Les gobelets, c'est parti. C'est vrai qu'on a descendu depuis tout à l'heure, maintenant il faut remonter. On va prendre une transpirée là. C'est la plus pentue qu'on a. Mais du coup, ouais, avec le chenillard... ça se sent un peu dans les jambes. Il passe le chenillard, mais bon, en montée, il galère un peu. Mais du coup, ouais, moi je trouve que c'est... Bon, on a une petite jolie vue là-bas, mais ce que je trouve magnifique, c'est qu'on est vraiment entouré de la forêt. T'as le bruit des oiseaux. Ouais. En vrai, ouais, c'est... Ah, c'est stylé, ouais, le bruit de la nature. T'as la paix ici. T'es tranquille. T'es tranquille. Ça, donc, c'est l'appellation Moulin à Vent, non? Non. Chéna. Là, on est à Chéna. Merde. Parce que tu m'as dit que c'était vraiment collé le Moulin à Vent à Chéna. Ouais, c'est collé. Devant la maison, on est sur côté Chéna. Et derrière la maison, on est côté Moulin à Vent. Ok, j'ai inversé les pinceaux. Et donc, du coup, ouais, c'est pas le même, c'est le même principe, c'est une taille courte. Donc, on fait aussi des coursons. Mais là, on peut voir que sur les cordons, tu avais un tronc et deux bras ou un tronc et un seul bras. Là, tu as le tronc qui est ici. Et après, tu as, tout dépend, là il y a 4 cornes, mais des fois il y a des cèpes où il y en a 2, 3 ou voire 5. Et après, sur tous les ans, tu allonges ton porteur, et donc tu en laisses 2. Et après, à la taille, soit tu gardes celui du haut, soit tu gardes celui du bas, et l'autre tu l'enlèves. Et tu veux le faire grandir jusqu'à quand ta vigne? Tu peux peut-être l'arrêter un jour, tu peux faire un arbre de 4 mètres hein. En soi, là, tu peux l'allonger à l'infini. Hein. Ah ouais. À la base, la vigne, c'était une liane qui grimpait dans les arbres.
Donc là, on l'a réduit un peu, mais tous les ans, on l'allonge. Et Est-ce qu'au niveau de la quantité de raisin, du coup, tu as plus de raisin? Ou ça joue pas forcément? bah après, en général, plus les vignes vieillissent et plus elles vont en profondeur, plus le système racinaire est développé, donc plus ça va loin. Mais après, il y a quand même un moment donné où les vignes, nous justement, là, on a pas mal de vieilles vignes qu'on a arrachées. Par exemple, la dernière vigne qu'on a arrachée, elle a été plantée en 1920. Oh putain, elle avait 105 ans. Ouais. Nom de Dieu. Et du coup, là, justement, la vigne, elle commençait à fatiguer un peu parce que même le sol, bah, pendant 100 ans, bon, après, on apporte de l'engrais, etc. Mais au bout d'un moment, le sol, il a quand même besoin de repos. Et donc, du coup, bah, là, on a arrangé les vignes, on va les laisser reposer au moins 4-5 ans. Tu veux dire le sol, tu vas le laisser Ouais, reposer 5 ans? On a semé un engrais vert, un semis. On va laisser reposer 4-5 ans et après... Et t'es pas en bio, toi t'es en HVA, c'est ça là? Ouais, bah, mes parents ils avaient commencé la démarche, mais c'est comme je peux avoir une aide supplémentaire lors de mon installation, donc du coup, entre guillemets, ils ont arrêté la démarche. Et moi, une fois que je m'installe, je vais passer le HVE 3. Ah, donc pendant un temps, je voulais m'installer en tant que bio. Donc on a arrêté de désherber chimiquement, que des produits de contact, etc. Donc on a fait un essai pendant 3-4 ans. Au début ça marchait bien, après en 2021 c'était un peu la cata, 2022-2023 c'était un millésime très facile puisqu'il avait fait très chaud. Bon, la vigne elle a un peu souffert de la sécheresse, mais... c'est ce qui va sûrement se passer cette année, je pense. Ouais, mais l'année dernière, bah, moi j'étais en formation, donc j'ai aidé comme je pouvais, mais l'année dernière il a fait que de pleuvoir, etc. Il y avait de l'herbe de partout. Oh putain, c'est atroce. Les traitements, moi j'y faisais le week-end dès que j'avais un peu le temps, mais c'était vraiment la cata, donc du coup ça m'a énormément refroidi pour le bio. Donc tu t'es dit allez hop, on arrête. Donc puis même on a beaucoup de vieilles vignes où par exemple ici c'est pentu, donc là on passe avec rien. Si on passe avec l'enjambeur, alors on va verser vu que c'est un peu en dévers. En plus l'enjambeur il date un peu, donc tu vas bien verser là, c'est sûr. Donc du coup on s'est remis un peu à désherber au moins sous le rang pour les vieilles vignes qui ne sont pas mécanisables. Et comme devant la maison, là on n'a pas désherbé, on gratte entre les ceps, on tond l'herbe. Donc comme ça fait un peu deux modes de culture, entre guillemets, presque bio. Et ça t'est déjà arrivé de verser avec un tracteur? non, pas encore, non. Pas encore, tu te souhaites des bonnes choses, ça se voit. Bah non, mais faut toujours être bien attentif, faut faire attention parce que ça peut... Bah, ça peut te faire très mal et puis tu peux y passer si... Toi Landry, t'es déjà tombé avec un tracteur? Non, j'ai que versé rarement. Mais ouais, faut faire attention. Enfin, même le chenillard, il est quand même assez bas, mais dès que tu roules sur un gros caillou ou que... Bah, si tu te retournes, il peut te passer dessus le truc, hein. Ouais. Et puis... Après, il y a un arceau de sécurité qui protège un peu, mais ouais, vu que tu es à cheval, c'est quand même assez dangereux. Donc, de toute façon, c'est beaucoup de ressenti, que ce soit pour n'importe quoi. Dès que tu sens que tu commences à être un peu trop en dévers, bon, tu dis bon, je finis pas le rang, je fais demi-tour, je reviens en arrière et... Faut pas se faire peur. Si tu te fais peur, tu te dis allez hop. Ouais, faut... J'arrête les conneries. Faut faire attention quand même. On est à la chasse, donc on vous a pas dit. On cherche les sangliers depuis tout à l'heure, on trouve pas. Et on a perdu les chiens. Donc là, on a un autre petit bout. Ah je crois qu'il y a... Dieu, c'est tout petit ici, c'est un écoin. Ouais. Il doit avoir mon âge ou ton âge, je crois. Ah. Et donc là, ouais, là, c'est des jolis gobelets aussi. Ils sont magnifiques. Moi, je transpire. Je suis épuisé. Donc on est parti sur cette dégustation. Ouais. Qu'est-ce que tu me proposes de beau? Alors donc j'ai choisi un blanc, un chardonnay, donc c'est un Pouilly-Fuissé élevé en fût de chêne. Ok. Bien ça. Ouais, j'aime pas mal. Ouais. Et après deux gamets de deux appellations différentes, donc Chéna, donc où c'est un assemblage uniquement de vieilles vignes. Et après un moulin à vent, où là c'est aussi les plus vieilles vignes qu'on a sur le domaine et élevage en fût de chêne aussi. Donc du coup ouais, le Pouilly-Fuissé, donc c'est un 2020. Donc là il est prêt à boire parce que Pouilly-Fuissé c'est un vin. Merci. C'est un vin qu'on peut garder dans le temps. Ok. Et c'est un vin même qui va gagner en complexité au fur et à mesure du temps. Contrairement, on a du Mâcon blanc où là c'est plutôt un vin qui se boit assez jeune. Donc entre 1 et 3 ans, alors que la Pouilly-Fuissé, bah là 2020 il est vraiment prêt à boire. On peut le garder encore 2-3 ans facilement dans des bonnes conditions. Ok. Donc, ah oui. On est 3, c'est vrai, il y a le caméraman qui... J'en ai mis assez haut. Ouais. Oui, ça lui ira bien. Impeccable.
Donc, Pouilly-Fuissé 2020. Et ouais, santé. À la tienne. Oh, stylé. Puis ouais, il a une Incroyable. jolie couleur dorée. Parce que ouais, 2020, c'était vraiment une super année. En termes de volume et qualité, c'était vraiment top. Ah ouais, on sent la pomme, on sent le côté boisé, de la frappe. Petit côté gras, la longueur. Moi j'ai une préférence pour... moi, je suis pas trop boisé, mais Ah ouais. c'est pas trop marqué, ouais. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes, c'est vrai qu'ils sont Ouais. vraiment, ils veulent pas du coup le côté boisé. Non, bah ils veulent après, vraiment... enfin, Moi j'aime bien. Pouilly-Fuissé classique, ouais, moi je le mange avec du poisson, foie gras, ça va très bien aussi, Oh, fromage, avec les huîtres. De la frappe. Ça me donne envie d'en manger encore. Hein. Moi, je pas craché, moi. Il est tellement bon, je me dis, allez. Il finit dans le gosier. On part sur un Chéna vieille vigne. Ok, Donc là, on est sur 2023. très bien. On n'a pas pu garder de plus vieux millésimes, c'est déjà tout parti. Et puis en plus, bah, celui-là, il a reçu une médaille d'argent au concours de Mâcon. Parce que du coup, et tous les ans, on essaye de participer au concours de Mâcon. On essaie aussi de participer au guide Hachette. Et le plus souvent, ouais, c'est le Chéna vieille vigne et le moulin à vent réserve Philibert qui ressort. C'est vrai que j'ai jamais regardé de guide Hachette à quoi ça ressemble. Et bah, C'est là, stylé, mais hein. en vrai, c'est pas mal, il y en a pas mal. Il y a pas mal de touristes qui prennent ça et en gros, ils achètent ça et comme ça leur fait un... Donc c'est quoi en gros le guide Hachette? C'est des vins français qui sont répertoriés à l'intérieur, Ouais, qui sont médaillés. donc il y a une dégustation faite par des professionnels. Et après, du coup, ils attribuent une note, donc une étoile, ils mettent des étoiles et puis ils peuvent mettre aussi des coups de cœur. Donc le Chéna. Le Chéna 2023. Vas-y, fais-moi craquer ça. Net. Joli bruit. Non, non, Landry, non, t'en auras pas le droit. Je reste derrière la caméra. Merci. Impeccable. Donc du coup, ouais, là, c'est un assemblage de trois vieilles vignes, donc 3 différents lieux-dits. Donc il y a au Champagne, au Desroches, et on prend aussi un petit peu devant la maison. Très bien. Donc du coup, ouais, c'est uniquement des vieilles vignes donc, qui ont entre 40 et 70 ans. Ouais, c'est un vin enfin, par rapport à l'autre Chéna, qui a plus de matière, plus de longueur en bouche, des tanins assez fins. Et donc du coup, moi ça, j'y mange avec une petite grillade, un petit barbecue. De la frappe. Ça va très bien avec ça. Avec le soleil qui arrive là. Mm. On rentre typique dans la saison. Sur la fraise. Donc on est sur des notes de fruits rouges. Alors que le moulin à vent, on est plus sur fruits noirs, la cerise. Ouais, fraise écrasée là. Mm. Donc Chéna, ouais, c'est le plus petit cru du Beaujolais. Oui, effectivement. C'est le plus rare. Et moi je remarque là dans les salons que bah, les gens ils connaissent pas, donc ils sont curieux de goûter. Et après ouais, ils goûtent le Chéna et le moulin à vent et il y a quand même une différence entre les deux, mais c'est quand même assez proche où il y a quand même des tanins, de la matière, et puis c'est un vin un panel où on peut faire des choses vraiment très fruitées. On a des terroirs où il y a un peu plus de tanins, plus de structure, et donc du coup ça rivalise totalement avec le moulin à vent. Ça peut accompagner très bien des très bons repas. Et nous là, bah, ça va faire quelques temps là que moi j'essaie de travailler justement avec des restaurants un peu dans le coin. Et puis là, ça fait pas longtemps que j'ai réussi à intégrer la terrasse du Beaujolais. Ah bien, à Chirouble, trop bien. Et justement, ils ont beaucoup aimé le Chéna et le moulin à vent. Et il y a le moulin de Saint-Véran aussi. Je connais pas. À l'Aisne. D'accord. Un très bon restaurant. Et pareil, ils ont pris un Chéna, un moulin à vent, un Pouilly-Fuissé. Je suis curieux de voir la différence qu'il y a entre ton Chéna et ton moulin à vent, parce qu'il y a combien de kilomètres d'écart entre les vignes? Pas beaucoup, ça doit être à côté là. Ouais, non, bah après, de toute façon, toutes les vignes, donc nous on a à peu près 15-16 parcelles, mais elles sont à peine 5-6 km autour de la maison. Après, on a Juliena qui est un petit peu plus loin, là, qu'on va replanter, et puis les Blancs, où là, c'est un peu plus loin. 1h30 de tracteur quand t'as la benne chargée, c'est ça? C'est ça. Donc, ouais. Et puis là, du coup, il va y avoir quand même une grosse différence, parce que là, on va être sur un 2021. Donc 2023,
C'était une année vraiment très gourmand, on a beaucoup de matière, c'était très riche, donc c'était un super millésime. 2021 c'était un peu plus compliqué, ça ressemble un petit peu à 2024 où il y a eu beaucoup de pluie, on a eu un épisode de gel. Donc c'était le raisin il avait du mal à mûrir, donc on a vendangé vraiment très très tard. Au début ouais, il était un peu dur, mais là ça va faire quelques années où il s'est quand même bien arrangé. Il s'est ouvert un peu. Ouais, il s'est ouvert et moi ce que j'aime énormément sur celui-là de 2021, c'est qu'on a moins de concentration, mais on a beaucoup plus d'arômes, un parfum qui est vraiment très très joli. Donc c'est intéressant. Et bon, on va le goûter parce qu'il a... Tu me donnes envie quand tu me dis ça. Donc c'est la cuvée qu'on appelle réserve Philibert. D'accord. Donc Philibert c'est mon arrière-grand-père, juste ici. Et donc ouais, c'est en hommage à lui. Stylé, Ça incroyable. c'est les vignes qu'il a plantées. Donc c'est la cuvée en fût de chêne. Et puis ouais, je l'ai pas dit sur le Pouilly Fuissé, le nom c'est La Jeanne. Et donc ça c'est en hommage à ma grand-mère qui est là. Ça s'appelait Janine. Donc pareil, on a voulu rester dans la même. C'est beau de faire des hommages comme ça. C'est vrai qu'il faut le dire, parce que toi tu fais partie des jeunes du Beaujolais qui reprennent le domaine familial. Ouais. C'est hyper important parce qu'il y en a où ça va s'arrêter complet. Ah ouais, Donc tu fais partie de l'élite. C'est vrai qu'il y a beaucoup de domaines qui s'arrêtent et qu'il n'y a pas de repreneur, donc il y a beaucoup de vignes qui se libèrent. Mais bon, moi, pour le moment, je veux déjà... Ouais, t'as déjà 8 hectares à gérer, donc... Puis on est en train d'en arracher, parce que pareil, moi, je reprends le domaine, mais mes parents, enfin, ils étaient 2 sur l'exploitation. Donc moi, ils vont continuer à m'aider, même s'ils prennent leur retraite, ils aiment bien faire des salons, ils aiment bien donner un coup de main, donc ils vont quand même toujours être là. Et ta chérie, elle a pas envie de travailler dans les vignes? Non. Non, ça la... Pareil, elle donne des petits coups de main de temps en temps, mais... Pour l'instant, ça la... Non. Ok. Peut-être plus tard, hein. Je sais pas. Bon, on va goûter le moulin avant alors. Ouais, moulin à vent, donc réserve Philibert. Donc 2021. On est déjà... Ce que j'aime beaucoup, c'est le parfum qui dégage, Ouais, c'est vraiment très incroyable. expressif. Ouais. Ah ouais, c'est fou ça, le parfum qu'il a. Comment tu décrirais au niveau du parfum, au niveau du nez, au niveau en bouche? Moi, ça me fait beaucoup penser à des arômes de cerise, même enfin, que ce soit au nez ou en bouche. Il y a vraiment la cerise qui ressort. Alors, on a une belle longueur en bouche, avec les tanins du bois où ça apporte de la matière en plus. Il y a cette longueur en bouche après là. C'est de la frappe ça. Et après, ouais, on a d'autres millésimes, 2022, 2023, où là, on va avoir, comme tu dis, plus de longueur en bouche, mais on va avoir beaucoup plus de concentration, plus sur le fruit. Alors que là, 2021, plus sur la finesse. Et l'élégance. Trop bien. Bah, merci beaucoup pour cette dégustation en tout cas. C'était un réel plaisir, je vais quand même finir mon verre. Faut pas déconner. Merci à toi d'être venu. Ah bah attends, mais c'est pas fini, hein. Ouais, Ça c'est pas fini, il y a le quiz là. Ouais. Non mais je t'en prie, ouais, c'est avec plaisir, écoute. Et puis voilà, on va passer sur le quiz maintenant. Allez. T'es prêt? Je suis prêt. T'as révisé? Non. Pas vraiment. Allez, et bah feu flamme, on y va. Donc on est parti sur le quiz. Est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. Feu, je te fais découvrir ce qu'on va boire. Donc c'est une bière qui est bio. Ok. Et qui est faite à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Une bière blonde, artisanale à mon avis, efficace. T'as révisé du coup? Non, t'as pas révisé, c'est ça? Il n'y a pas trop le temps là en ce moment. Donc tu connais le principe du quiz, je suppose? Ouais, je le connais. Donc je te mets une dose. Merci. Hop, j'en mets pas trop non plus parce qu'après, vu qu'il fait chaud, après c'est un coup à verser ça. Et ben on va enchaîner directement sur la première question. Donc pour rappeler ce que c'est le quiz, c'est que je te pose des questions. Si tu réponds mal, tu bois le verre. Si tu réponds bien, c'est moi qui bois le verre. Ok. Quel vignoble planté est le plus ancien dans le Beaujolais? Pardon. Donc en gros c'est un cru. Et le plus... Enfin c'est pas un cru de base, mais c'est l'endroit où ça a été planté dans le Beaujolais, c'est le plus ancien. Ok. Et il n'y a pas des... C'est le nom d'un cru, pour t'aider. Et il n'y a pas de... Ah, il n'y a pas de proposition là. Le cru le plus ancien... Non, c'est pas vraiment le cru, c'est le vignoble en gros. Ouais. L'endroit dans le vignoble où ça a été planté, c'est le plus ancien. Et ça a le nom d'un cru. Donc t'as 10 chances. Pas
Morgon. Non, c'est Côte de Brouilly. Côte de Brouilly. C'est le Côte de Brouilly qui a été planté en premier par les Romains. Ok. Voilà. Tu me diras si elle est bonne. Santé. Alors, ça dit quoi? Ça passe bien. C'est frais? Ouais, en vrai, ça va aller assez fraîche. Tac. Ça passe mieux que la Vipérine. C'est vrai qu'on a bu un coup de Vipérine tout à l'heure. Bon, normalement, faut pas le dire, mais c'est vrai que ça agresse un peu la gorge, la Vipérine. Prochaine question. Pour quelle raison la chapelle de Brouilly a-t-elle été construite? Pour quelle raison elle a été construite par rapport aux viticulteurs? Pour protéger le vignoble, protéger des intempéries ou protéger, protéger de la grêle, enfin je sais pas, protéger des... T'es pas loin, mais pour l'instant je te l'accorde pas. T'es pas loin. Je suis pas loin. Ouais. T'es vraiment très proche. T'as dit la grêle, c'est pas la grêle. Et le gel, enfin je sais pas. Autre chose que le gel. Ça peut être quoi dans les vignes, dans le vignoble? Bah, la maladie. Voilà, c'est protéger de la maladie, ouais, c'est ça. D'accord. Bon après je te l'accorde parce que t'as dit c'est pour protéger le vignoble. Ouais. Et en gros c'est ça, ça a été construit pour protéger justement les vignes autour, mais surtout contre l'oïdium. L'oïdium, ok. Voilà. Allez, je le bois parce que... On boit ensemble. Tu bois... Allez, on boit ensemble. Ouais, c'est vrai. Bien, c'est fair play. Ah, c'est pas mal, hein. Ça passe bien, ouais. C'est la première fois dans un quiz qu'on boit ensemble. Hein. Parce qu'en fait, t'as pas eu totalement juste, mais... Prochaine question. Qu'est-ce qu'un laillot? Un laillot. Ça, c'est un terme de l'époque. Un laillot. Ouais. Et c'est en rapport avec la vigne, enfin, ou avec, Ou avec la viticulture, ouais. Enfin, oui, avec le métier de vigneron, la vigne, la viticulture. un laillot. Un laillot. C'est un outil. C'est un... Faux. C'est pas un outil. Je sais pas. C'est un vendangeur en patois bourguignon. Je te jure, c'est vrai. Ça veut dire vendangeur en patois bourguignon. Ok. Un laillot. Un laillot. L-A-Y-O-T. Ok. Laillot. Voilà. Bon, allez pour J'ai toi. jamais entendu ça. Ah mais normal, c'est du patois. Hein. Laillot. Pour le connaître, je fais pas des questions faciles. C'est beau, il déguste la bière, c'est très beau. T'en as dégusté, hein, c'est fait pour ça aussi, hein. C'est fait à Saint-Didier-sur-Chalaronne, à côté. T'en as dégusté. Hein. Prochaine question. Le vignoble Château Chalon. Est-ce que tu connais déjà? Ça me dit pas grand-chose. Est célèbre pour quoi? Je te donne 4 propositions. Ok. Le vin de paille, le Macvin du Jura, le vin jaune, le crément jurassien. C'est le vignoble Château Chalon. Je dirais la première. Première, c'est le vin de paille. C'est pas ça. C'est le vin jaune Vin jaune. du Jura. Un peu, je t'ai aidé, j'ai dit dans les réponses, il y avait des trucs de Jura et tout. Dommage. Tu vas avoir tout faux. Allez, faut y croire, faut y croire. En fait, c'est situé du coup dans le Jura, Château Chalon, et en fait, c'est issu du cépage savagnin. Je sais pas si tu connais, cépage savagnin. Je te remets à niveau. Allez. Là, normalement, si tu réponds pas mal bien à cette question, là, c'est sûr que tu vas avoir tout faux par contre. Attention, attention, c'est pas compliqué, normalement tu devrais trouver. Où se trouve la maison Chapoutier? Chapoutier. Tu vois, t'as jamais vu le truc M. Chapoutier sur la route, sur l'autoroute? M. Chapoutier. C'est où tu me donnes ou le département ou le village? Tu sais pas? Trucs, là. Chapoutier. Ah, c'est super connu, mec, Chapoutier. Maison Chapoutier. C'est hyper connu. Chapoutier. Ah, tu connais pas? Mec, c'est super connu. Tu sais pas? C'est une maison de vin? Ouais. Ah. Chapoutier.
Vas-y, bah, dis-moi au pif, hein, un truc. Un département. Un département. Chapoutier. J'ai envie de boire du coup, mais je peux pas. Je sais pas, dans l'Ain, je sais pas. Non. Tu saurais, toi? Chapoutier. Ouais. C'est loin ou proche d'ici? Tu vois, c'est un malin, lui. Tu vois, il est pas comme toi, il dit pas, il essaye pas de... Non, 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 je te dis rien. Tu te démerdes. Chapoutier. Les mecs, c'est super connu, Maison Chapoutier. Vous avez jamais pris le train? Le TER direction le sud? Le train, ça va faire, je sais pas, au moins 6 ans que j'ai pas pris le train. C'est à Tain-l'Hermitage. Mais t'es obligé de tricher, il est en train de tricher. Non, je cache pas. C'est à Tain-l'Hermitage. C'est dans la Drôme. T'as jamais vu ça, Maison Chapoutier, en voiture ou en train? En voiture, je crois, on y va aussi. Hein. Surtout en train. En train, tu vois direct, tu vois le vignoble et il y a un gros truc écrit Maison Chapoutier. C'est un gros domaine. Ah, c'est très gros, hein, Maison Chapoutier. Ah oui, oui. C'est en Côte-du-Rhône. Je pense que tu mens et tu dois boire. Ben non, en fait. Allez, c'est à toi. Là, ça se trouve, tu vas pas connaître non plus. Tu vas me dire, mais c'est quoi cette question? Putain, je pensais que tu avais trouvé ça. Hein, tu vois, tu me fais beaucoup de peine du coup là. Attention, prochaine question. Là, normalement, enfin, si tu connais, tu connais. Si tu connais pas, bah, c'est foutu. Dans quelle commune se situe le château Cheval Blanc? C'est comme pour Chapoutier, c'est énorme. Château Cheval Blanc. Ah, j'ai pas de proposition à te faire. Parce que si je te faisais des propositions, tu allais trouver direct. Enfin, je pense. C'est pas hyper connu, mais... Et c'est un truc du coin. C'est vers... bah non, mais si je te dis l'indication où c'est, tu vas trouver. Aberrant. Il passe souvent là? Des fois, mais c'est pas... On va l'engueuler, il passe devant pendant la vidéo. Cheval Blanc. Donc, château Cheval Blanc, ouais. Mec, tu vas faire que boire. Bon, je peux t'aider, allez, je t'aide. C'est vers Bordeaux. Vers Bordeaux. Même vers Bordeaux. Tu donnes ta langue au chat. Ouais. C'est Saint-Émilion. Ah, Saint-Émilion. Ouais, c'est à Saint-Émilion. Voilà. Les deux dernières questions sont pas faciles. Alors. Putain, je pensais que tu aurais trouvé Chapoutier, Cheval Blanc. Putain, je peux même pas boire ma bière. Tu me feras des questions après. Qu'est-ce que la vendange avec le pélican dans l'Hérault à l'époque? Tu vas en apprendre des choses aujourd'hui. Pélican. Il y en a plein qui doivent pas savoir ça. Hein. C'est vraiment pas connu du tout. Donc, pareil, c'est un outil. Enfin, C'est un outil. Ouais. En fait, c'est un bras qui est relié au tracteur. Donc ça fait un bras comme un toboggan qui va dans la vigne. Donc c'est relié à l'enjambeur. Et en fait, les vendangeurs, prennent leur seau, et ils le mettent directement dans le bras. Enfin, ça fait une sorte de tapis avec un toboggan en haut. Et quand c'est plein, mécaniquement, ça se relève et ça tombe directement dans la benne. C'est de l'époque, ça. Tu connais pas? Tu connais pas? Et du coup, ils font ça où? Enfin... Dans l'Hérault. Est-ce qu'ils le font encore? Je pense pas, mais c'était à l'époque qu'ils faisaient ça. J'ai vu ça dans une encyclopédie. Je t'ai fait ces questions. Les questions sont toutes dures, j'ai l'impression. Bon. Dernière question là. Ça a été une galère aussi. Mec, t'auras fait que boire. J'aurais bu que sur le truc du fair play. Et... Autrefois, qu'est-ce qu'était un Benatou? Et tu me sors de ces trucs, un Benatou. Le regard. Un Benatou. Essaye de voir par rapport au nom. Ça peut ressembler à des trucs. Benatou. Bien sûr, en rapport avec la viticulture. Hein, avoir un rapport au vendange. Je te mets en galère. Là.
Un ben à tout. C'est un truc qu'on servait auparavant. Ouais, pour les vendanges. Bah, je sais pas, une benne qui servait à... T'aurais dû boire plus de Vipérine tout à l'heure. Ah ouais, je sais pas si ça m'aurait aidé. Hein. Une benne qui servait pour les vendanges ou pour le foin. Ou pour, C'était un panier pour transporter la vendange jusqu'au charme, se trouvant à proximité de la vigne. Donc en gros, c'était une benne en osier qui transportait, et après il baignait dans la benne. Il y versait dedans. Maintenant on a des hottes, enfin, ouais. je sais plus dans quelle région c'est par contre. C'est un truc de l'époque, mais ça date, ça, c'est des trucs de l'époque. Ça s'appelait un ben à tout. Voilà. Bon, allez, je t'accompagne parce que j'ai soif quand même. Santé. Elle est bonne cette bière. Donc, j'ai fini le quiz et j'ai cru comprendre que tu m'avais préparé une ou deux questions, je sais pas combien. Ouais, j'en avais plusieurs, mais là, vu les questions... Cachées sous le chapeau, c'est un magicien. Là, c'est un inversement de situation, c'est toi qui poses la question. Est-ce que je vais être une brêle? Est-ce que je vais être bon? Vas-y, j'en ai une, toi qui es mis à la barrique. Qu'apporte au vin l'élevage en barrique de chêne? A. Des substances aromatiques. B. Un assouplissement du vin. C. De l'alcool. De l'alcool, non. Il y a ou arôme ou assouplissement du vin. Je dirais assouplissement du vin. C'est les deux. Ah, mais t'as droit à un champ multiple. Ah, donc j'avais raison finalement, j'avais dit les deux au départ. Des substances aromatiques et un assouplissement du vin. Ah, je pensais que t'avais qu'une seule réponse, tu vois. Ok. Celle-là, c'est facile. Même. Quelles sont les qualités d'une bonne cave? La chaleur, l'obscurité ou l'humidité? T'as choix multiple aussi là? Ah d'accord. Bah normalement la chaleur non, c'est plutôt la fraîcheur normalement dans une cave déjà. Et l'autre c'est? A c'est la chaleur, B l'obscurité, C l'humidité. Les deux, ouais, l'obscurité et... Bah l'humidité c'est sûr, parce que dans une cave c'est humide, déjà c'est sûr et certain. L'obscurité après je sais pas parce que je sais que ça reste toujours assez obscur là-bas dans une cave, c'est toujours noir. Ouais je dirais les deux derniers, ouais. Donc B et C. C'est ça. À toi de boire. Elle était facile. Elle était super simple. Encore une? Allez, une dernière pour la route, parce que je sens que tu as envie d'en faire une dernière. Et moi j'ai envie de répondre aussi. À partir de quel cépage les rouges du Bugey sont-ils obtenus? Du Bugey? Attends, je me situe en France. Vas-y, je t'écoute. A le Gamay, B le Pinot Noir, C le Trousseau. Déjà c'est pas le Gamay. T'as Pinot Noir et Trousseau. C'est où ça en Berrien-Bugey, bordel? Tu vois pas où c'est? C'est-à-dire que c'est pas si loin. C'est en Bourgogne ça. En Berrien-Bugey, c'est en Bourgogne il me semble. Ouais. Il me semble que c'est ça, j'ai peur de dire une connerie. Du coup je vais dire, si c'est la Bourgogne, je vais dire Pinot Noir. T'as le Pinot Noir mais... Ah il y a aussi le Trousseau? Non, il y a le Gamay. Ah ils font le Gamay là-bas? Du coup là-bas ils font du Gamay aussi. Ils font des bon bah très bien. Aussi. Et bah merci en tout cas de m'avoir accueilli dans ton domaine. Donc c'est le domaine de la chèvre bleue à Chéna. C'est ça. Je te sers une pince. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. N'hésitez pas à venir déguster ces vins. Tu peux les accueillir comme tu veux. Ils t'appellent. Ouais, faut juste prévenir avant de venir parce que surtout en ce moment là on est pas mal dans les vignes. Mais, un soir, peut-être plutôt un soir, venir déguster. Après, on est ouvert tous les jours mais il faut juste nous contacter avant. Il y a nos coordonnées, que ce soit par message, par téléphone, par mail. Par Instagram. Ça marche aussi. Eh bien, écoute, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à aller voir aussi le compte Insta, ça peut être Domaine de la Chèvre Bleue. Domaine de la Chèvre Bleue, ouais. Voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker surtout, et puis à partager à vos amis. Passez une très belle journée ou une très bonne soirée. Ciao les gars.